Hermès. Ouvre mon micro, s'il te plaît. Stardust, Hermès, je te reçois 4. Articule bien. Ah putain, cool, t'es pas mort. Ça fait 1 heure qu'ici on se demandait si on allait te revoir. Vous nous voyez? Non, pas encore. C'est quoi tes paramètres orbitaux? Hermès, envoie nos coordonnées orbitales à la station au sol, s'il te plaît. Ok, attends. Ça y est, on t'a. Dis donc ton orbite... Ouais, Vincent. Elle est plus qu'à une centaine de bornes, je devrais bientôt la voir. T'as le droit de m'insulter si tu veux. Honnêtement, à ce stade-là, j'ai même plus envie. Astronomique. Aujourd'hui, les gens, on va parler de l'orbite basse. Simplement parce que, de toutes les orbites, c'est celle qu'on connaît le mieux et où on a passé le plus de temps. Et qu'on se le dise, on l'appelle pas orbite basse pour rien. Les hommes qui se sont aventurés le plus loin dans l'espace sont allés autour de la Lune, qui se trouve à une moyenne de 384 000 km de la Terre. En comparaison, l'orbite basse, c'est tout ce qui se trouve à moins de 2000 km d'altitude, soit même pas 1% de la distance Terre-Lune. Mais c'est là qu'ont eu lieu l'écrasante majorité des missions habitées. Bon, en fait, c'est là qu'ont eu lieu toutes les missions habitées, sauf les missions Apollo à destination de la Lune. Donc certes, ici, c'est l'espace, mais si la Terre est notre maison, ici, on est sur le pas de la porte. Si vous comptez les 440 km d'altitude de Skylab, les 420 km de l'ISS ou encore les 370 km de Mir, vous voyez qu'en termes d'exploration spatiale, finalement, on va pas bien loin. Et pourtant, l'orbite basse, c'est déjà loin d'être une promenade de santé. En fait, ici, si je passe à la verticale de Brest, j'en suis plus proche que si je me trouvais à Paris. Et pourtant, je me trouve dans un endroit hostile à toute forme de vie. Bon, j'en vois déjà dans le fond qui ont envie de me dire que certains organismes peuvent vivre dans l'espace. Mais c'est faux. Ils peuvent y survivre, dans un état de stase très particulier, mais pas y vivre. L'espace est un milieu mortellement dangereux. Bon, pour le moment, je suis pas encore mort, c'est donc qu'on arrive à s'en accommoder un chouïa. Derrière les différentes couches de verre blindé et de revêtements en tout genre, là, c'est le vide. Et le vide, c'est plus difficile à gérer qu'un environnement toxique ou brûlant. Si je mets le nez dehors, je risque de passer un sale quart d'heure. Et en fait, quand je dis quart d'heure, je veux dire que l'affaire est pliée en quelques secondes. Si vous aviez la bonne idée d'aller vous promener dans l'espace sans protection, l'eau de vos yeux et de votre bouche se mettrait à bouillir instantanément. L'air s'échapperait de vos poumons, vous faisant perdre conscience en quelques secondes. S'en suivrait un arrêt cardiaque qui vous condamnerait dans les minutes qui suivent. Le corps humain est suffisamment bien fait pour que vous n'explosiez pas. Par contre, l'air de vos intestins s'échapperait violemment. En fait, la dernière chose dont vous auriez conscience avant de mourir serait le plus formidable paix de toute votre existence. Mais vous n'exploseriez pas. Pas plus que vous ne gèleriez. Parlons un peu de la température dans l'espace. Parler de température dans le vide, c'est un peu un non-sens. La température est propre à un corps, parce qu'elle mesure son agitation moléculaire. Mais en l'absence de molécules, difficile de mesurer leur agitation. Bon, on est d'accord qu'à cette altitude, le vide n'est pas parfait. Mais la densité de l'air est tellement faible qu'on va considérer quand même que c'est du vide. Bref, le vide de l'espace, c'est ni brûlant, ni glacé. Bon, par contre, il y a quand même un élément à prendre en compte. Le Soleil. Sur Terre, vous bénéficiez de la protection de l'atmosphère. Et 100 km d'air, mine de rien, ça filtre pas mal de choses.
notamment du côté des ultraviolets et des infrarouges. Mais surtout, vous vous trouvez dans de l'air qui facilite les échanges de chaleur. Si ici j'avais la merveilleuse idée d'aller me promener à poil là dehors à l'ombre de la navette, je ne gèlerais pas particulièrement. En fait, si vous avez froid sur Terre, c'est surtout parce que vous êtes au contact d'air froid. Et c'est ce contact direct entre vous et les molécules d'air qui vous entourent qui permet le transfert de chaleur. Mais ici, comme il n'y a pas d'air, le seul moyen de perdre de la chaleur, c'est par rayonnement. Et c'est un moyen particulièrement inefficace de refroidir un truc. Si on dit parfois que dans l'espace il fait moins 150 degrés, c'est uniquement vrai pour les objets qui s'y trouvent depuis suffisamment longtemps pour avoir eu le temps de refroidir de manière conséquente. Donc, si je passais, mettons, 10 minutes dehors sans scaphandre, tout irait bien pour moi. Enfin, je serais mort. Mais par contre, je ne serais pas gelé. Là où ça se complique, c'est si je décide de me dorer la pilule au soleil. Ici, rien n'empêche les rayonnements solaires de vous frapper de plein fouet. Et si vous restez au soleil, votre température va monter pour atteindre un petit 150 degrés Celsius. D'autant qu'encore une fois, l'air n'est pas là pour vous aider à évacuer toute cette chaleur. Heureusement, comme on n'est pas des brels, on a inventé un truc formidable. Le scaphandre spatial. Parce que si vous gardez un être humain à une pression suffisante et sous suffisamment de couches d'isolant, vous parvenez à le garder en vie dans l'espace. Mais pour ça, il va vous falloir une combi d'une étanchéité parfaite et dotée d'un système de refroidissement pour éviter justement de cuire au soleil. Et ouais, c'est pas comme dans Gravity, on n'est pas à poil dans un scaphandre. On porte ce genre de choses. C'est tout de suite moins sexy. Et le fait est qu'un scaphandre spatial, ça marche plutôt bien, puisque jusqu'à aujourd'hui, personne n'est mort lors d'une sortie extravéhiculaire. Bon, on va pas se mentir, pour certains, c'est pas passé loin. D'ailleurs, c'est étendu dès la première fois. Quand Alexei Leonov est sorti pour la première fois dans l'espace, la différence de pression a fait gonfler sa combinaison, ce qui l'a empêché de se mouvoir librement et de retourner dans son sas. Il ne doit sa survie qu'à un geste extrêmement téméraire, puisqu'il a partiellement vidé l'air de son scaphandre pour lui rendre sa mobilité. Aujourd'hui, les scaphandres sont pressurisés à 0,29 bar, pour éviter, entre autres, ce genre de mésaventure. C'est une pression à peu près aussi faible que ce qu'on trouve au sommet de l'Everest. Donc, pour que les astronautes ne suffoquent pas, on leur file de l'oxygène pur. Plus récemment, en 2013, Luca Parmitano s'est fait une belle frayeur quand il a commencé à sentir de l'eau à l'arrière de sa tête pendant une EVA. À cause d'un filtre bouché, de l'eau s'est accumulée dans sa combi. Or, en apesanteur, à cause de sa tension de surface, l'eau, ça adhère un peu partout. Et Luca s'est rapidement retrouvé aveugle et suffocant à cause d'une quantité d'eau ridiculement faible, mais qui avait la fâcheuse manie d'adhérer à son visage et d'entrer dans ses yeux, ses oreilles, ses narines et sa bouche. Et c'est son sang-froid qui lui a permis de retourner au sas et d'éviter de, littéralement, se noyer dans un verre d'eau. Donc quand c'est pas le vide qui essaye d'avoir votre peau, c'est votre vaisseau spatial. Ouais, j'ai bien dit vaisseau spatial parce que... Pensez-y 2 minutes. Un scaphandre, ça n'est jamais qu'un mini vaisseau spatial autonome hors source et même doté d'un système de propulsion. Bon, c'est juste un système de sécurité au cas où un astronaute se détacherait de la station. Et c'est pas fait pour aller bien loin. Mais quand même. Et quand vous êtes là-dedans, on peut même dire que vous êtes un satellite de la Terre. Bon, on peut dire qu'on est un satellite de la Terre dès qu'on est en orbite, peu importe le véhicule. Mais c'est d'autant plus classe en scaphandre. 30 minutes avant le ascendant. Ah, je coupe la vidéo ici, j'ai une manœuvre un peu chiante à faire, et je vous reprends après. ISS on your front. I'm gonna do a fly around and go away. Copy that.
Ok, on y est. Hermès, coupe l'éclairage de la soute, s'il te plaît. Regardez bien ce qui va se passer. Le soleil va se lever dans quelques secondes, mais comme on se balade à 28 000 km/h, on va se taper le phénomène en accéléré. Voilà. Comme sur le plancher des vaches, on a d'abord le soleil qui rougeoie, puis on va doucement vers le jaune et vers le blanc. Exactement comme sur Terre. Sauf qu'ici, le soleil se lève beaucoup plus vite à cause de notre vitesse. Notons aussi que dans l'atmosphère, une partie du spectre du soleil est absorbée. Il nous apparaît un peu jaune. Ici, comme vous pouvez le voir, sa lumière est bien blanche. Bon, vous en rendrez pas compte en vidéo, mais ce truc est énorme. Faut la voir pour se rendre compte à quel point ça a dû être chaud d'assembler un machin comme ça en orbite. Hermès, ouvre mon micro s'il te plaît. Stardust, Hermès, vous recevez les images là en bas? C'est un peu haché par moment, mais ça va. Ah, et je reviens sur ce qu'elle a dit. C'est vraiment un bâtard. Reprenons. Dans le vide de l'espace, on suffoque instantanément. Votre corps n'explose pas, mais impossible de retenir l'air de vos poumons qui s'échappent à cause de la différence de pression. On ne gèle pas tout de suite à l'ombre, mais on cuit au soleil. Et quand tout ça, ça va, c'est potentiellement votre vaisseau qui essaye de vous tuer. Hermès, tu vas pas essayer de me tuer, hein? Je n'ai pas compris la question. Veuillez répéter. C'est pas grave, laisse tomber. Mais c'est pas fini. Parce qu'une fois que tout fonctionne au poil, il faut encore que vous évitiez les débris spatiaux susceptibles de percer votre blindage et de vous exposer au vide. Et quand on sait qu'à 11 km/s, une écaille de peinture fait autant de dégâts qu'une boule de bowling lancée à 100 km/h, on n'a pas envie d'imaginer ce que ferait un boulon ou un bout de ferraille de quelques kilos. Si l'ISS se trouve si près de la Terre, c'est pour une foultitude de raisons. Mais c'est aussi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, le vide n'est pas parfait. Si l'air est trop rare pour permettre la moindre portance, techniquement, on est toujours dans l'atmosphère. Et l'une des conséquences à ça, c'est que l'air résiduel freine très légèrement tout ce qui se trouve à cette altitude. L'ISS elle-même doit régulièrement être légèrement repoussée sur son orbite pour ne pas finir par retomber sur Terre. Mais comme personne ne pousse les débris spatiaux, ils finissent par freiner encore et encore jusqu'à quitter leur orbite et brûler dans l'atmosphère. Donc les orbites basses restent toujours relativement propres et sûres. Enfin, relativement. Car il arrive aussi que l'ISS soit amené à faire des manœuvres d'évitement quand de gros objets sont détectés sur sa trajectoire. Quant aux écailles de peinture, on fait confiance au blindage. Donc, entre le vide, les températures extrêmes, les projectiles mortels et les possibles défaillances du vaisseau, pourquoi je voulais venir ici, moi déjà? Et comme si ça suffisait pas, j'ai pas encore fait le tour de la question. L'orbite basse terrestre, ou LEO pour les intimes, se trouve sous les ceintures de Van Allen, ce qui protège les astronautes d'une bonne partie des rayons ionisants qui nous viennent du Soleil. Un rayon ionisant, c'est un rayonnement suffisamment énergétique pour arracher un électron à un atome et en faire un ion. Quand ça arrive une fois, c'est pas trop grave. D'ailleurs, ça vous arrive toute la journée. Mais quand ça arrive trop souvent, ça peut avoir des conséquences fâcheuses pour votre santé. Autant dire qu'il vaut mieux éviter les expositions trop importantes. Or, le Soleil bombarde constamment tout ce qui l'entoure de ces rayons ionisants. Ils sont de 3 types. Les protons, qu'on appelle le rayonnement alpha, des électrons, c'est le rayonnement bêta, et des photons à haute énergie, c'est le rayonnement gamma. Les protons et les électrons étant des particules chargées électriquement, ils sont piégés par le champ magnétique terrestre et se retrouvent dans les ceintures de Van Allen. Donc, tant qu'on reste en dessous, on est plutôt à l'abri. Mais les rayons gamma, eux, il faut au moins l'atmosphère pour en arrêter le plus gros. Ou un blindage. Sinon, on y est exposé. Pour mesurer cette exposition, on utilise le sievert. En dessous de 100 millisieverts reçus par an, on ne constate aucun effet notable sur la santé. Donc la norme de sécurité de 1 millisievert max par an pour les travailleurs du nucléaire, vous
voyez que c'est plutôt safe. D'ailleurs, on parle de radioactivité artificielle, parce que vous bouffez en moyenne entre 4 et 6 millisieverts par an, rien qu'à cause de la radioactivité naturelle. Et plus que ça, si vous vivez en haute montagne ou que vous prenez souvent l'avion. N'empêche que là aussi, c'est safe. Mais hors de la couche d'air protectrice de la Terre, les choses se compliquent un poil. Bien que protégés par les ceintures de Van Allen et le blindage de la station, les astronautes bouffent quand même en moyenne 10 fois plus de rayons ionisants que sur Terre. Ce qui reste gérable. Mais ça n'empêche pas d'annuler les sorties extravéhiculaires en cas d'éruption solaire. On n'est jamais trop prudent. Par contre, ça, c'est vrai quand on reste bien à l'abri sous les ceintures de Van Allen. Mais dans l'hypothèse où on déciderait d'envoyer des gens vers Mars, par exemple, il faudrait gérer une quantité de radiation 1000 fois supérieure. Et là, quand on commence à compter les sieverts, des effets à long terme, on en constate. Ça risque aussi d'être un réel problème en cas d'exploration lunaire. Parce que lors des missions Apollo, le Soleil s'est tenu tranquille. Mais lors d'une mission de longue durée, une éruption solaire, ça finirait forcément par arriver. Sauf que là, on fait quoi? Les modules d'habitation de l'ISS sont blindés. Et je pense pas trop m'avancer en disant que ce sera aussi le cas si on installe une station en orbite autour de la Lune, ou une base à sa surface. Mais un blindage, ça ne protège pas de tous les rayonnements. D'autant qu'autour de la Lune, bien loin des ceintures de Van Allen, on ne se contente plus d'absorber des rayonnements gamma. Il faut aussi dealer avec les électrons et les protons issus des vents solaires dont on parlait à l'instant, et qui ont des effets à long terme jusque sur la structure du vaisseau. N'oublions pas non plus que les débris spatiaux sont détectés par des radars au sol. Certes, il y en a moins autour de la Lune ou sur la route vers Mars, mais s'il y en a, difficile de les détecter pour les éviter, et difficile de faire une manœuvre d'évitement avec une base à la surface de la Lune. Donc reprenons. On a le vide, les écarts de température, les débris spatiaux, les dysfonctionnements, les radiations. Bref, l'espace veut notre peau. Ce qui ne nous empêche pas de désespérément vouloir y aller. Sauf que, même si on s'y adapte pas trop mal, on n'est quand même pas fait pour y vivre. Et même bien à l'abri dans un vaisseau spatial, les radiations et l'impesanteur, ça a tout un tas de conséquences sur la santé. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Le vide, les écarts de température et les pannes, jusqu'ici on en a fait notre affaire. Mais j'ai bien envie de voir ce que vaut notre générateur de champ. Hermès, est-ce que tu as assez d'énergie pour alimenter les moteurs et le champ de force en même temps? Analyse des réseaux sociaux. Je dispose de suffisamment de bovis pour alimenter simultanément à pleine puissance le système de propulsion et le générateur de champ. Donc on peut sortir des ceintures de Van Allen tout en se protégeant des radiations. Affirmatif. Bon, alors calcule-moi un transfert de Hohmann, s'il te plaît. On va aller faire un tour. Données manquantes. Vers quelle cible souhaitez-vous calculer une orbite de transfert? La Lune. Calcul de trajectoire en cours. Attention, fenêtre de transfert imminente. Confirmez-vous l'injection sur orbite de transfert vers la Lune? Ok, ouais. Démarrage de la procédure d'injection. Diagnostic système de propulsion. Système nominal. Démarrage pompe moteur 1 à 4. Allumage dans 5, 4, 3, 2, 1. Allumage.